Bonjour, hein, moi c'est Louis-Joseph Roy et puis mon projet s'appelle Comprendre le socio-écosystème de la forêt privée du Québec. Et là, même si je ne vous vois pas, je vous entends déjà dire un autre qui fait un projet de maîtrise sur quelque chose qui s'appelle écosystémique, mais qui n'est pas exactement écosystémique. Euh, on va y revenir, là, genre une petite partie plutôt théorique là-dedans, mais je vais essayer d'être bref quand même. Donc, un petit plan de ma présentation. Je vais prendre le temps de me présenter puisque je suis conscient aussi que pour la plupart d'entre vous, je suis peut-être un inconnu. Par la suite, je vais aborder la problématique, la méthodologie là, classique, résultats escomptés, puis je vais terminer avec la pertinence. Donc, mon parcours, je vais commencer par les photos à gauche, qui sont mon parcours plus personnel. Pourquoi la forêt? Moi, je suis un gars de belle chasse, fait que la forêt, ça a toujours été important pour moi, mais plus que ça, j'ai fait des nombreuses expéditions qui m'ont amené à me questionner sur la gouvernance de la forêt, particulièrement quand j'ai fait en partie la Pacific Crest Trail et que j'ai rencontré là, toutes sortes de propriétaires ou toutes sortes de gens qui étaient mis en contact avec le sentier pédestre qui est la Pacific Crest Trail. Et ce sentier-là passe sur des terrains privés, des terrains publics, des zones de conservation. Puis j'ai eu la chance de rencontrer toutes sortes de gens qui côtoyaient ce sentier-là, qui est quand même bien connu maintenant, et d'avoir leurs impressions sur ce qu'ils sont contents ou pas de l'avoir dans leur cours arrière. Donc ça a été super intéressant et ça a un peu poussé mon questionnement, mais je vais y revenir. Et j'ai également participé à des activités, là, à l'organisation d'activités sur l'identité québécoise en milieu autochtone avec des étudiants du Cégep. Donc, c'était en collaboration avec l'Université Laval et le Cégep de Sainte-Foy, où on est allé sur sur des terres Innu dans le coin de Pessamit, donc de Forestville, et où j'ai pu voir la réalité de gouvernance de forêt, là, des droits ancestraux. Donc, tu sais, j'ai vraiment côtoyé la forêt sous un éventail assez large. Et ça m'a amené à me questionner sur des questions de gouvernance parce que la forêt, à de nombreux égards, c'est des bénéfices qui sont publics, hein, qui ont le potentiel de profiter à tout le monde. Euh, mais il y a cette idée-là de privatiser la forêt. Donc, je me suis lancé en économie pour en savoir plus. Je me suis donc lancé en économie pour en savoir plus. Et puis, au bout de mon bac, j'ai fait un petit saut vers le marché du travail où j'ai travaillé pour la compagnie Uber qui fait du ride-sharing en tant qu'économiste. J'étais dans la division canadienne et j'étais le représentant de la Ville de Québec où je faisais exactement ce que j'aimais, mais pas dans un contexte forestier. C'est-à-dire que je demandais à des chauffeurs un peu, en fait, à tous les jours avec des focus groups puis des entrevues, leurs impressions, ce qu'on pouvait faire de mieux, ce qu'on pouvait peut-être aussi supprimer. Je devais reporter là, à mes supérieurs des idées concrètes appuyées avec des données de changement. Donc, c'était vraiment de l'analyse de données, puis de l'analyse de données, puis de la récolte de données beaucoup. Et puis finalement, au bout de presque 2 ans, j'ai décidé de finalement me relancer dans le milieu de la forêt, puisque c'est ce qui me passionnait depuis le début. Et puis mes dettes d'études étaient maintenant repayées. Donc, c'est là que j'ai rencontré Mme Maud Flammer-Hubert, que je salue d'ailleurs, qui, après avoir écouté mon parcours, m'a un peu m'a aidé à préciser ma pensée sur la forêt. Puis, c'est ce qui a fait naître le fameux projet de comprendre le socio-écosystème de la forêt privée du Québec. Donc, le questionnement que moi je me pose, c'est sûr qu'il y a une partie personnelle, comme je viens de vous la présenter, mais il y a également une partie qui est plus scientifique. Encore une fois, cette fameuse photo-là du nouvel axe 3 de la stratégie nationale de production de bois, c'est sûr qu'on se situe dans un contexte où la forêt privée, on lui demande encore une fois de fournir plus amplement à la production de bois du milieu forestier du Québec. Et quand on s'attarde à la forêt privée pour voir son fonctionnement, il y a certains constats qu'on peut relever de ce fonctionnement-là et des intervenants qui jouent dans ce grand milieu-là. Effectivement, ce n'est pas la première fois que quelqu'un s'attarde au fonctionnement de la forêt privée. Donc là, j'ai mis des travaux que moi j'aime bien, là, si vous voulez de la lecture. Mais tous ces travaux-là, ce qu'ils nous énoncent, c'est qu'il y a certaines disparités, voire même peut-être une déconnexion aussi dans le milieu forestier. Puis de façon plus importante, ils mettent tous en lumière
l'importance de s'intéresser au fonctionnement de la forêt privée, puis aux acteurs, puis aux intervenants qui agissent dans ce milieu-là. Donc, on poursuit dans le contexte. Un des exemples de ces travaux-là que j'aime beaucoup, c'est le chantier sur l'efficacité des mesures en forêt privée de Michel Bailey, que vous connaissez sûrement. Pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise avec ce travail-là, Michel Bailey va produire une liste de recommandations qui est assez grande. Et aujourd'hui, donc ça date de 2014, aujourd'hui, on voit que certaines recommandations ont eu suivi et que d'autres non. Donc là, je ne les passerai pas tous avec vous, mais l'important, ce que je veux faire ressortir de cet exemple-là, c'est qu'il existe encore peut-être des obstacles là, à la forêt privée et à son fonctionnement. Aussi, si on s'attarde de façon plus micro, donc là, on regarde la forêt privée en général, on voit que, bon, il y a des disparités, il y a des obstacles au fonctionnement de la forêt privée, mais si on s'intéresse particulièrement aux propriétaires, on voit qu'encore une fois, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus, dont la caractérisation des profils des propriétaires forestiers de côté Gilbert et Nadeau en 2012, qui nous dit que finalement, il y a une hétérogénéité dans les profils des propriétaires forestiers. Surprise, surprise. Ça nous rappelle aussi que dans ces travaux-là, c'est la responsabilité du propriétaire de s'informer du fonctionnement du milieu forestier privé, de faire les choix d'intervenants, de professionnels, d'agences, syndicats, etc., et d'acquérir des connaissances autant techniques, pratiques, donc tout ça. Donc, c'est quand même une responsabilité qui peut être lourde là, pour le propriétaire, surtout que c'est des propriétaires de tous les horizons, de tous les milieux, qui ont des caractéristiques biophysiques sur leur terre qui sont propres là, à leur lot forestier. Donc, ça fait tout qu'un casse-tête. Là, effectivement, à gauche, j'ai mis des intervenants, mais c'est juste pour vous donner une idée de la multitude d'intervenants. Ils ne sont pas tous là, bien évidemment. Donc, de ce questionnement-là, qu'est-ce que moi je recherche? Bien, je vous ai mis cette phrase-là que j'aime particulièrement. Donc, l'objectif de notre recherche est de mieux comprendre le fonctionnement à l'échelle locale de la MRC du système forestier privé, en nous appuyant sur des recherches menées ailleurs dans le monde. Puis plus particulièrement, nous tentons de saisir comment le propriétaire forestier va s'orienter dans ce système-là. Donc, ce qu'on ressort de cette phrase-là, c'est qu'il y a deux objectifs. D'un côté, on veut comprendre le fonctionnement de la forêt privée, et de l'autre côté, on veut voir comment est-ce que le propriétaire forestier va naviguer dans ce fonctionnement-là, qu'est-ce qu'il retient, qu'est-ce qu'il ne retient pas, qu'est-ce qui lui parle moins, et d'en réaliser l'analyse. Je vais vous proposer de séparer ces deux objectifs-là comme en étapes, puisque c'est comme ça que moi je le vois aussi pour mon projet. Puis pour s'attarder à comprendre le fonctionnement de la forêt privée, je vais faire appel à la théorie du socio-écosystème, qui est une théorie de Elinor Ostrom, donc une économiste qui a gagné le prix Nobel en 2009 ou 2010, je crois. Et c'est une théorie qui a été utilisée de diverses façons, mais en gros, c'est une théorie qui sert à examiner une relation communauté-environnement et de voir la durabilité de cette relation-là. J'ai mis ce diagramme-là que j'aime particulièrement parce qu'il représente l'idée derrière le socio-écosystème. En gros, d'un côté, on a les unités de ressources qui, elles, donc là, dans notre cas, ça serait le couvert forestier, les arbres, les lots, les terres, donc tout est une variable. Et ces unités de ressources-là interagissent avec le système de ressources qui l'entoure. Donc, on peut penser au milieu humide, on peut penser à la délimitation entre des voisins, par exemple. Finalement, on a aussi le gouvernement qui est une variable. Je dis gouvernement, mais je devrais plutôt dire gouvernance. Donc, c'est tout ce qui régit un peu les règles du jeu social. Et finalement, on a les users, donc qui sont, dans notre cas, les propriétaires forestiers privés, mais qui pourraient être aussi d'autres intervenants. Donc, ce que j'aime, moi, de ce système-là, c'est que ça nous permet de voir la réalité, ça nous permet de voir la situation forestière privée dans son ensemble, où tout est une variable importante. À ce moment-là, ce que je veux dire par là, si je vous donne un exemple bien concret, on pourrait penser peut-être que le système de voirie ne se rend pas bien à la forêt, c'est ce qui explique le comportement du propriétaire forestier. À ce moment-là, le système de voirie est une variable également. Donc, je trouve ça très inclusif.
mais ça devient rapidement complexe. L'autre chose qu'il faut noter de ce diagramme-là, c'est le mot en plein centre, interaction. Donc, toutes ces variables-là interagissent entre elles, et puis ces interactions-là vont mener les variables à changer leur comportement, ou du moins à adapter leur comportement. Et cette adaptation-là va mener au outcome, qui sont les extrants là, du nouveau comportement, qui va influencer en retour toutes les autres variables. C'est un peu théorique, mais tout ce que ça veut dire, c'est que c'est un système qui est complexe, puis qui est adaptatif, donc qui est pas statique. Donc, je vous le résume ici. Comme je vous disais, c'est un système complexe et adaptatif. C'est un réseau d'acteurs humains et non humains. Donc, ça, on voit ça beaucoup dans la littérature. J'aime beaucoup ça comme appellation parce que ça montre aussi l'aspect large du système. On voit aussi que les comportements sont interdépendants et que ça va amener une adaptabilité sociale et écologique. Donc là, ça, c'est la théorie que j'aimerais utiliser pour comprendre la forêt privée et la modéliser pour avoir une meilleure compréhension du fonctionnement du système, donc du socio-écosystème de la forêt privée. Donc les trois constats qu'on retire de cette théorie-là, donc la partie théorique est presque terminée, c'est premièrement, c'est que le socio-écosystème va comprendre des imperfections. C'est pas parce qu'un système politique ou économique ou quoi que ce soit a des imperfections qui ne fonctionnent pas, dans le sens où le système fonctionne tel qu'il est, mais ces imperfections-là, on peut s'y attarder. Pour s'attarder à ces imperfections-là, il faut donc une compréhension du fonctionnement du système, un meilleur fonctionnement, mais c'est sûr que dans l'utopie, on voudrait avoir la compréhension totale du système. Et donc, c'est ça que je disais, l'adaptation du comportement des variables est la clé à un bon ou un mauvais fonctionnement. Pourquoi est-ce que je mets bon ou mauvais, entre guillemets, favorable ou défavorable? C'est qu'il y a toujours cette question-là de selon qui, donc selon quel point de vue. Ça pourrait être favorable pour un acteur ou défavorable pour un autre. Encore une fois, ça nous mène au troisième constat, qui est que la compréhension du fonctionnement du système est primordiale pour savoir naviguer dans tout ça. Puis pour peut-être dans le futur pouvoir agir sur ces imperfections-là ou ces contraintes-là. Donc, pour moi, le point de vue que je veux adopter ultimement, c'est le propriétaire. Donc, une fois que ma modélisation du milieu forestier privé est accomplie et que j'ai une meilleure compréhension de son fonctionnement réel, je veux rediriger mon attention vers le propriétaire pour voir, encore une fois, comment est-ce que lui, il navigue dans tout ça. Comment je vais faire? Bien évidemment, je vais faire une analyse documentaire à l'échelle de la MRC. Donc ça, c'est une analyse documentaire qui va m'habiter, je pense, pendant tout mon projet, mais peut-être sur différents sujets, mais voilà, sur le propriétaire également. Et je vais faire des entrevues semi-dirigées sur les intervenants clés du système forestier qui sont en relation avec le propriétaire forestier. Donc, on parle des agences de mise en valeur, le syndicat des producteurs forestiers, le monde municipal, les groupements forestiers, les industriels aussi, les professionnels. Et finalement, la plus grosse partie de mes entrevues semi-dirigées va être tournée aussi vers les propriétaires forestiers. Concernant la méthodologie, les techniques que je vais employer et tout ça, c'est encore à préciser. Donc, on a mentionné tout à l'heure le cours de recherche qualitative environnementale. C'est aussi un cours que je suis et dans le cadre de ce cours-là, je pense que ça va me donner les outils pour vraiment préciser plus la grosseur de l'échantillon, peut-être les techniques là, en tant que telles. Donc ça, c'est pour le deuxième objectif. Comment est-ce que le propriétaire s'inscrit dans ce fonctionnement-là qui est le grand milieu forestier privé. Les résultats vers tout ça, bien, vous l'avez vu venir, hein, c'est une compréhension. Donc, moi, je veux atteindre une meilleure compréhension de la forêt privée. Puis, je veux atteindre aussi une meilleure compréhension du propriétaire forestier québécois à l'échelle d'une MRC. Et à ce moment-là, peut-être pouvoir, dans le futur, apporter des choix plus éclairés sur les mesures qu'on peut porter sur la forêt privée. La pertinence de mon sujet. Eh bien, premièrement, c'est sûr qu'il y a une pertinence sociale. Quand j'écris humaine, c'est parce que je fais référence au bien-être, effectivement, des propriétaires forestiers, des quelques 130 000 propriétaires forestiers qui, possiblement, vont bénéficier d'une meilleure compréhension ou peut-être d'une meilleure communication entre les intervenants à la suite de mon projet. Aussi, il y a une pertinence économique.
ou peut-être pour le marché, pour les partenaires, si on vient à une meilleure compréhension puis à des interventions qui sont plus fluides ou qui sont mieux reçues. Et finalement, pour l'écosystème, où on va comprendre réellement la gestion des écosystèmes, comment elle se fait à l'échelle du propriétaire. D'un côté plus empirique, la pertinence que moi je vois, c'est que la théorie socio-écosystémique, donc de Mme Ostrom, elle n'a jamais été appliquée au secteur forestier privé du Québec. Donc, c'est mon petit diamant à moi, la cerise sur le sundae. Ça va être nouveau. À tous les jours, j'essaie de faire une petite recherche là, sur Google Scholar pour voir si cette pertinence-là, qui m'est chère, est toujours valide. À moins que quelqu'un me prouve le contraire aujourd'hui, je pense que c'est pas un défi que je vous lance, hein, remarquez bien, mais donc je pense que voilà. Donc, comprendre le socio-écosystème de la forêt privée, c'est quoi? C'est concrètement, c'est modéliser la forêt privée pour en comprendre le fonctionnement. Après ça, écouter les gens qui la composent, plus particulièrement les propriétaires forestiers. Tout ça pour comprendre les processus intrinsèques à son fonctionnement, puis comprendre comment est-ce que réellement là, ça se passe dans la vie de tous les jours. Donc, c'est ce qui clôt aussi ma présentation. Puis, pour les commentaires, j'ai entendu certains commentaires là, que j'ai déjà notés pour Maxime, mais n'hésitez pas là, à vous répéter parce que tous les commentaires sont la bienvenue en cette pratique. Donc, merci beaucoup.